Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, c'est le premier bloc, toujours depuis le pub de la gare. Nous sommes à Nyon, le pub qui nous accueille désormais le lundi pour cette émission que vous suivez toujours avec de plus en plus d'assiduité. Il y a de plus en plus de courriers. Nous aurons d'ailleurs encore aujourd'hui, on va faire une petite session de rattrapage avec quelques questions qui sont arrivées ces dernières semaines et auxquelles on n'a pas pu répondre. Aujourd'hui, encore une fois, mes deux acolytes habituels, mes préférés dans cette émission. Bonsoir Laurent Perroton. Bonsoir. Et bonsoir Christian Ponty. Bonsoir Lucas. J'espère que vous allez bien. Alors le menu, il n'y a pas de surprise aujourd'hui. Le casque d'or, le casque de plomb, des questions, l'actualité, des rondelles j'imagine. Un peu, ouais. Et on va essayer de s'en tenir à 1 heure aujourd'hui parce qu'il y en a certains qui ont un avion à prendre. Alors on va... Paraît-il. Voilà, donc on va essayer de régler tout ça en 1 heure. Et messieurs, comme d'habitude, je vous propose de commencer avec le casque d'or. Et moi je ne suis pas trop creusé les méninges, j'ai regardé l'actualité de ce week-end et je commence en attribuant le casque d'or non pas à Cloton, même si les 2 victoires contre Zurich méritent quand même la situation, mais j'avais simplement, et ça va sans doute vous faire plaisir Christian Ponty, j'attribue mon casque d'or à un certain Patrick Roy pour son comportement sur le banc. Enfin un coach qui met un peu d'ambiance sur un banc, parce que de plus en plus on a des statues, des statues de marbre, comme j'ai d'ailleurs pu les lire dans la presse canadienne, et le retour de Patrick Roy sur le banc des New York Islanders cette nuit contre Dallas a été un véritable spectacle, et c'est aussi ça, le hockey sur glace avec un gars qui se fond dans l'équipe et qui vit le match. C'est vrai que s'il pouvait être encore joueur, je crois aujourd'hui, Patrick Roy, il sauterait sur la glace. Et voilà, j'avais envie simplement de relever cette vie qu'on a retrouvée sur le banc des Islanders, où il n'y en avait plus beaucoup. Ouais, il a une grosse actualité entre sa nomination, puis je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité en France, mais il a investi aussi dans les boxeurs de Bordeaux. J'allais vous en parler. Avec notre ami Stéphane Tartari, qu'on salue, qui a fait ses classes en junior majeur au Canada, donc ils se sont connus là-bas. Et du coup, avec le propriétaire, l'ancien propriétaire, là, ils ont mis des billes dans le hockey français, donc c'est une bonne nouvelle pour les... J'allais vous poser la question, où est l'intérêt de Patrick Roy d'investir dans le hockey français ? Dans le hockey français, pas trop, mais à Bordeaux, c'est une bonne place. C'est-à-dire qu'ils ont une patinoire... Et dans le commerce du vin magnifique. Non, mais là-bas, il y a une chaîne de restaurants où il y a le propriétaire qui a investi, donc je pense que c'est du sponsoring, on va dire. C'est pas des grosses sommes, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Suisse, mais ça permet d'avoir 2-3 bons joueurs et puis surtout un réseau. Un réseau pour certains étrangers qui sortent de junior majeur, qui n'ont pas tous la possibilité de jouer en National League, d'avoir pour les boxeurs de Bordeaux un réseau par le biais de Patrick Roy. Donc c'est une bonne... Mon ami Stéphane Tartari est quelqu'un de très intelligent. Et il est sur des bonnes combines. Et puis là, il m'a encore surpris une fois de plus. Ouais. En tout cas, c'est le retour de l'animation sur le banc, Christian. Mais c'est marrant parce qu'en fait, il a dit lui-même qu'il était très nerveux avant le match. Et puis qu'en fait, il a dit qu'il doit se régler, parce qu'il a dit que c'est un gars, quand il était gardien, il parlait beaucoup à ses défenseurs, il avait toujours la boîte aussi ouverte, ouais, exact, trash talking. Et en fait, c'est vieux démon, le problème c'est qu'il peut être trop, justement. Et puis surtout, il a quand même un sacré challenge, parce que c'est quand même un entraîneur, entre guillemets, à l'ancienne, dans la lignée des Tortorella. Et puis justement, je pense qu'il a mis beaucoup de temps avant de retrouver un poste, parce que rappelez-vous que ça s'est très bien passé au début avec Colorado. Il a été élu entraîneur de l'année, et l'année d'après c'est parti en vrille, parce que justement il a eu ses accès de colère un peu, il est un peu comme ça, et c'est pour ça que je parle de Tortorella. Et c'est drôle parce que Tortorella pour l'instant fait un excellent parcours avec les Flyers, mais parce qu'il a justement, c'est une équipe qui va avec. Mais hier c'était drôle parce qu'il avait vraiment le sourire
il était vraiment soulagé parce que tout le monde le regardait. Hein, et puis, faut pas oublier que New York, c'est pas bien loin du Canada, de Québec. Donc, c'est très suivi. À un moment donné, on a senti qu'il était pas loin de Montréal, mais en même temps très loin parce que voilà, on a pensé à lui comme DG, mais comme entraîneur, moi je trouve que c'est quand même sa place. Par contre, ça va être un sacré challenge de réussir un match avec la nouvelle génération. Ouais. En tout cas, l'important c'était qu'il remporte, même si c'était en prolongation, ce premier match contre Dallas. Ouais, en tout cas, Dallas, 6e, Dallas, une bonne équipe, et ils sont en 17e actuellement. En tout cas, retour au premier plan de celui que certains, beaucoup même considèrent comme étant le meilleur gardien de l'histoire du hockey sur glace. On va attendre la suite, bien entendu. Il faudra maintenant confirmer pour Patrick Roy. Voilà, donc ça c'était mon casque d'or de Laurent Perroton. Casque d'or à Genève Servette et à sa qualification pour la finale en Champions League qui, avec cerise sur le gâteau, avec un concours de circonstances fantastique, obtient la finale à domicile avec la possibilité de grossir le palmarès. En effet, après 2 finales en National League en 2008 et en 2010, vainqueur de la Spengler en 2013 et en 2014, champion en 2023 avec une saison exceptionnelle, le GSHC pourrait obtenir le Graal suprême en Europe en 2024 avec cette finale le mardi 20 février au Vernet et être sur le toit de l'Europe. Donc félicitations, et on voit que c'est un club qui grandit. Puis en Romandie, ils n'ont pas à rougir des concurrents parce qu'eux, ils ont vraiment un palmarès. Ouais, c'est vrai. C'est juste. C'est vrai qu'on va vivre un grand moment le 20 février avec cette finale de Champions Hockey League, en plus au Vernet. En tout cas, moi, je pense qu'en termes d'attente, on va vivre un plus grand moment que beaucoup pensent. Oui, c'est ça, exactement. Bien, casque d'or pour Christian Ponty. Alors moi, il est pas loin dessus de Laurent, mais c'est pas le même. Moi, je le donne à Noah Rudd pour son ça fait chier après le match de Fribourg. Et moi j'adore parce que le lendemain, après 2,45, qui c'est qui marque? C'est lui. Et en fait, une fois le capitaine. Plus, c'est du Noah Rudd, quoi. Du Noah Rudd, d'ailleurs souvent contre Fribourg, déjà en play-off à l'époque. Et moi je dis qu'est-ce que Chris Maxorley a une bonne idée le jour où il en a fait le plus jeune capitaine de Suisse, parce que en termes de leadership, parce qu'on parle beaucoup des étrangers, mais déjà comme par enchantement, sur ce premier shift, c'était un power play. Et Yann Cadieux, il a la bonne idée de le mettre devant le goal. Et en fait, c'est un but rageur, c'est un but d'un gars qui veut une réaction, et je pense que c'est de là que tout part. La réaction du match du 6-1, parce que c'était la 3e baffe de suite qu'il prenait en championnat. Et franchement, cette réaction, pour moi, elle vient d'abord de Noah. Et moi, je pense qu'il mérite un casque d'or. Voilà, donc voici nos 3 casques d'or pour cette semaine. On enchaîne avec le casque de plomb. J'aurais pu aussi, comme Laurent l'avait fait la semaine passée, vous parler de Holton et puis surtout l'arrivée de Schenn qui finalement ne change pas grand-chose parce que Holton est à la dérive. Holton est retombé à la 4e place. Ils ne seront pas 5e parce que leur avance elle est quand même suffisante sur le 5e. Mais franchement, ça ne tourne pas actuellement. Et peut-être que le changement d'entraîneur finalement, en tout cas de cette manière-là, n'était pas nécessaire. Mais c'est pas ça mon casque de plomb. Par contre, je vais faire un petit coucou. Vous allez parler de handball ou pas? Non, pas aujourd'hui. Mais je vais faire un petit coucou à Swiss Apps qui a repris, je ne sais plus de quel autre média, des propos concernant les licences B, qui pourraient effectivement, ou je vais même enlever le conditionnel, qui fausse un petit peu quand même cette fin de championnat, et ça va fausser peut-être la fin de championnat encore plus. C'est vrai qu'on pourrait dans la promotion relégation, c'est vrai que là je voulais avoir votre avis. C'est vrai, aujourd'hui on peut faire un peu tout et n'importe quoi pour renforcer son équipe, et à un moment donné c'est vrai que on peut, grâce aux licences B, finalement récupérer des erreurs de management entre guillemets qu'on a pu faire par le passé ou comme ça, et à un moment donné c'est finalement un blanc-seing pour ceux qui dirigent et qui peuvent au tout dernier moment rattraper les choses par on va pas dire l'opération du Saint-Esprit, mais voilà, pas loin. Alors Philippe, vous êtes Julien Vauclair, ouais. Vous ouvrez... Je ne critique pas ceux qui font ça, mais c'est un constat. Puisqu'ils peuvent le faire, on n'a pas les critiques. Je reviens un peu en arrière. Vous ouvrez le journal et vous voyez que Chaux-de-Fonds n'a pas la licence. Vous êtes dernier du championnat.
Qui c'est que vous allez renforcer? Voilà, c'est donc clair. il a joué, bien sûr. C'est le règlement qui a un problème, mais c'est vrai que tactiquement tout ça, c'est de la tactique administrative. Exactement. Et je trouve ça joli. Moi, j'aime bien ça. Ouais. Mais en même temps, sportivement parlant, ça se discute quand même. Ça quoi. se discute. Et je faisais. Alors, il y a pas eu. Je vous interromps, mais il n'y a pas eu le cas. Mais ça m'a parce que pour finir, c'est Pat Note qui a joué. Mais j'avais lancé l'idée. Tiens, on va avoir le match Bâle contre Martigny, et d'un côté, on aura vu Philippe Vutriche, gardien de Berne, dans les filets, puis de l'autre côté, vous pouvez avoir ou Pounenovs, ou Pache, ou Youx. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous donne un exemple très concret. Et là, c'est encore plus à l'intérieur. Quand j'étais entraîneur junior élite à Lausanne, il y avait Lausanne qui était en Ligue B. Le partenaire de Lausanne, c'était Genève. D'accord ? Reto Suri jouait en Liga à Genève. Ouais. Ça n'allait pas beaucoup. Ils l'ont envoyé jouer toute la saison en Ligue B à Lausanne. On arrive en quart de finale contre Genève junior élite, qui est en face de nous, qui était dans le vestiaire avec nous pendant toute la saison, Reto Suri. Vous voyez un petit peu, ça marche pas. Et du coup, nous, ça nous a donné une source de motivation. Et d'ailleurs, il s'est fait frapper dans cette série énormément parce que c'était comme un petit peu un faux frère. Et ça, c'est un vrai problème. Et moi, je m'en étais servi en tant que coach, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Chris Maxwell avait rappelé à Genève juste avant les quarts de finale junior pour le mettre en junior pour jouer contre Lausanne, alors qu'il le prête toute la saison. Donc c'est un petit peu un exemple concret. Mais moi, je pense que la Ligue doit se pencher là-dessus pour réglementer, parce que déjà c'est pas fair play, parce que déjà les licences B, tout le monde peut pas en avoir. En fonction de tes moyens, tu peux pas payer Holton en licence B, ils peuvent prendre des joueurs de Liga qui jouent pas, alors qu'une autre équipe avec moins d'argent pourra pas le faire. Exactement. Après, l'autre chose, c'est qu'il faut un vrai mercato avec des dates, avec des âges, des transferts. Ouais, et puis il faut des périodes de transfert, il faut quelque chose. Parce que là, des fois, quand tu lis les licences B avant playoff, les clubs de Liga, des fois il y a 15 noms, quoi. Ça devrait être 5, 6, pas plus. La tombola. Voilà, exact. Du coup, mais voilà, quand il y a un énorme vide, effectivement, ça donne la possibilité de certains clubs de s'en servir. Et puis, c'est à la Ligue de mettre de l'ordre dans tout ça, mais pas seulement à la Swiss League. La nationale et la Swiss League, je pense. Ouais. Et puis peut-être que ces licences B, elles devraient aussi un peu servir aux jeunes, je pense. Ouais, c'est ça. Et là, les licences B, elles servent souvent de couverture au cas où, notamment le championnat pour les clubs de l'élite. D'ailleurs, ça, on va revenir là-dessus sur une des questions avec quelqu'un qui nous demande en fait si Fribourg agit bien pour cette fin de championnat avec les possibilités de licence B qui pourraient arriver. Enfin bref, c'est vrai que voilà, on en reparle tout à l'heure. Donc ça, c'était mon casque de plomb. Ouais. Allez-y, Laurent. Casque de plomb au médecin d'Ambry, non sur le fond mais sur la forme, à Nicolas Biasca, orthopédiste et chirurgien. Il a fait partie pendant 20 ans des commissions internationales en charge de la protection de la santé des joueurs. Il est surtout le père de l'attaquant Attilo Biasca, joueur du EV Zug. FA Zug, il prend position. Ça rentrera un jour. J'arrive jamais à le dire. Il prend position. Bon, déjà que les Français en français, c'est pas toujours terrible. Vous l'imaginez en Suisse allemand. Il prend position sur le manque de protection des joueurs par les arbitres. Je suis assez d'accord, notamment sur les charges à la tête. Ouais. Mais sur le fond, et surtout la différence de traitement, selon des cas similaires. Mais la cause est importante, mais prendre un très mauvais exemple avec Glauser sur Michaelis, joueur du comment vous dites? FAO. Glauser de Lausanne. Oui, non, mais sur la charge joueur de Zug anéantit en cause sa crédibilité. En tant que papa, ce genre et ce manque d'objectivité discrédite indirectement son fiston et me rappelle malheureusement certains autres parents, et me permet personnellement en tant que papa de ne pas comporter de la même manière avec mes propres enfants. Et c'est vraiment, moi quand je lis ce genre de papier, ça me rend fou parce que c'est très bien ce qu'il dit, et par les émotions et ce qui s'est passé du match. Et Glauser, franchement, c'est la maladresse. Il n'y a pas l'intention quand on a vu ce qui s'est passé dans d'autres matchs. Et prendre cet exemple-là, en fait, tout ce qu'il a mis en avant, c'est tombé à l'eau parce que tout le monde a fait le rapport avec son fils qui joue dans le club où il y a eu la blessure sur Michaelis. Et c'est vraiment dommage, et je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à se mettre ça dans la tête et justement à être un peu plus objectif et surtout un peu plus distant par rapport au lien de parenté. Non, mais surtout, en plus, où il fait une énorme erreur, c'est qu'il parle de Glauser alors que Dauphin, parce qu'il est aussi médecin d'Ambry, Dauphin a fait une charge, une agression terrible. Ça. Et donc, évidemment, les gens, ils lui ont sauté à la gorge. Moi, je pense que oui, il a fait une énorme erreur, il ne devait pas donner de nom. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Parce que là, évidemment... on est complètement d'accord sur le fond, il a raison, sur le traitement de l'arbitrage sur différentes et la protection des joueurs. Moi, je trouve que des fois, il y a des grosses erreurs. Hier soir, j'en ai vu encore 2-3.
Donc voilà, il faut vraiment faire attention quand malheureusement tu es impliqué dans le monde professionnel et que tu as ton enfant qui est au milieu. Il faut vraiment prendre de la distance et justement tes propos, t'es attendu au tournant, quoi. Ouais. C'est une thématique que nous aborderons dans une prochaine émission. D'ailleurs, il y a eu 1 ou 2 questions concernant la protection des joueurs, les nouvelles protections autour du cou, les protège-coups, etc. Et notamment d'auditeurs fidèles. On va encore leur demander de patienter un tout petit peu. On est en train de regrouper pour en faire une vraie thématique et on vous en parlera donc d'ici peu de temps. Voilà, ça c'était donc le casque de plomb de Laurent Perroton. On conclut cette séquence, cette rubrique avec le Christian Ponty. Alors moi... c'est le hasard, mais j'ai vu que Lolo en a un peu parlé hier soir. Moi, je veux dire stop au GHC bashing. GHC bashing au Genève Servette par rapport à la Champions League. J'ai lu des trucs sur les réseaux sociaux de supporters de tous les clubs romans qui souhaitent, qui s'en foutent, qui disent que ça vaut rien cette Champions League. Et puis surtout, vraiment des trucs pas cool. Et je veux juste rappeler aux gens que ce qui nous lie tous, c'est le hockey sur glace, avec le fanatisme. C'est un petit peu comme... voilà, j'ai un bon exemple. Ce week-end, j'ai regardé Kitzbühel et j'adore Odermatt. Et Sarrazin, il est français, il a une grande gueule, il a tout, là, mais il est incroyable. Et j'avais les boules. Il est fou. Non, mais peu importe. J'étais déçu pour Odermatt. C'est un skieur. Mais c'est un mec incroyable. Il faut quand même, quand on aime un sport, qu'on garde un peu d'objectivité. Et je trouve que, voilà, c'est la même chose que... T'as vu ses propos, hein? Non. Il a dit qu'Odermatt le faisait grandir. Mais bien sûr. Mais Federer, ça n'a jamais été si grand que si Nadal l'avait pas battu. On sait tous. Et il faudrait quand même des fois que les gens, ils arrêtent un petit peu. Quand je lis qu'il crève ou je sais pas quoi, c'est vraiment lamentable. Je veux dire, Genève Servette a été le champion roman que tout le monde attendait depuis plus de 30 ans. Champion suisse. Que ça plaise ou non, ils ont une chance d'être champion d'Europe. Moi, je veux dire, qu'on dise j'aime pas Genève, je le comprends. Mais qu'on soit au moins un petit peu objectif en disant, voilà, je leur souhaite quand même pour le hockey suisse, pour tout le monde. Parce que c'est toujours la même chose. C'est les mêmes personnes qui vont après être idolâtrées ces gars quand ils jouent avec l'équipe suisse. Et puis et puis quand ils vont faire des mauvaises performances, voilà, c'est ça, exact. Alors moi je vais aller plus loin que ça, vu que Lolo, on a bossé ensemble à sport-études. Je pense qu'il faut éduquer les jeunes sportifs, mais pas seulement, et les parents aussi sont très importants, parce que c'est aussi des parents qui font ce genre de déclaration. Parfois j'ai un peu honte. Et quand je lis des commentaires, j'ai juste envie de dire stop. Et puis, moi, je vais vous donner un exemple, encore un deuxième. Mon amie, elle a un petit gars qui est en sport-études, qui fait du foot, qui adore. Et il regarde l'histoire du foot et il a vu un jour la finale, les tirs au but de la finale entre l'Italie et le Brésil en 1990, où Roberto Baggio loupe son penalty. Et donc lui, comme il est passionné, il regarde ça et il sort « Oh, il est nul !» Et là, je lui ai dit « tu sais quoi ? Ce gars-là, il a déjà eu le courage d'aller tirer un penalty. Et il l'a payé pendant 10 ans, 15 ans sur les terrains de foot. » Je pense que des fois, avant de faire des commentaires à tout va, il faut un peu réfléchir et se rendre juste compte d'une chose, c'est qu'il n'y a encore pas très longtemps, Genève Servette, Genève ça fait plus longtemps, mais à un moment donné, on n'est pas beaucoup de clubs romans. On a 5 clubs romans actuellement. Donc, vive le hockey roman. Merci, belle conclusion, mais l'émission n'est pas terminée, hein, on en a encore pour 42 minutes. Voilà, mais très bien, merci Christian Ponty. Qu'est-ce qu'on fait ? On enchaîne avec les questions des auditeurs ? Exactement. Alors c'est marrant parce qu'il y a des semaines où on reçoit beaucoup de messages avec uniquement des prénoms ou avec des pseudos, ce qui n'est pas toujours très sympa. Et puis il y a ceux qui ont le courage de leurs opinions ou qui posent des questions avec leur nom et leur nom de famille, on sait qui c'est, à l'exemple de François Oderzet, à l'exemple de Jean-Michel Léby, qu'on salue aussi. C'est l'entraîneur. Non, c'est un autre. Le Jean-Michel Léby, entraîneur de foot, disons, visiblement m'apprécie plus. Mais enfin, tout ça pour dire que moi, j'ai aucun problème avec la critique. Ça, il va dire de nouveau que je polémique autour de son nom. Non, pas du tout. Et justement, j'apprécie le fait que quand il s'adresse à moi-même dans des termes parfois un petit peu pas très sympas, et ben au moins, voilà, on sait qui c'est. Et je trouve ça très bien. Et là, j'ai justement 3 personnes qui se dévoilent complètement. Donc, on va prendre leurs questions aujourd'hui. Tout d'abord, un monsieur Benoît Rébété qui nous
rappelle justement, qui aimerait qu'on rappelle aux auditeurs que la série Breakaway qu'on a vue pendant les fêtes est disponible sur RTS Play en français, en allemand et en italien. Pour ceux qui l'ont raté, c'est vrai, vous pouvez toujours y aller. Et puis si jamais, vous pouvez aller chercher dans les archives de Planète Hockey. Vous verrez également Breakaway. Donc merci à Benoît Rébété de nous le rappeler. On parlait de Genève Servette, on va continuer avec visiblement un supporter de Genève Servette. Alors là, c'est une question qui a l'air un peu décalée par rapport aux derniers résultats de Genève en Champions Hockey League, mais voilà, il dit, après qu'on ait débarqué Aimont à Genève, pourquoi est-ce que Cadieux semble intouchable ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais une critique sur Cadieux nulle part ? Bon, déjà, voilà, premièrement, parce qu'il est champion suisse, tout simplement, et puis parce que je pense que... Donc c'est Olivier Mollet, vous l'avez précisé. On n'en est pas du tout là. Je veux dire, j'ai envie de dire, il a en guillemets une immunité, en tout cas une année devant lui. On peut pas. Ce qu'il a fait, ça reste exceptionnel. Et je pense que ça veut dire que s'il l'a fait, c'est aussi qu'il y a l'équipe qui est avec lui. Et je pense que le directeur sportif à Genève, il est tellement intelligent, il sait très bien que pour le moment, je vois pas en quoi, même malgré tout ce qui se passe, parce qu'on savait que ça serait plus compliqué la deuxième année, mais avec les départs qu'il y a eu, etc. Mais je pense que, voilà, on peut dire que Genève loupe sa saison, et puis en même temps, qu'est-ce qu'ils font en Coupe d'Europe ? Et puis attention, avec ce système de play-off, ils peuvent très bien le faire. Moi, je pense que c'est toujours l'homme de la situation, et puis surtout, c'est un énorme bosseur, qui a le respect des joueurs, et surtout le respect de son capitaine, ça aussi, c'est très important. Donc voilà, je pense que la première raison, c'est qu'il est champion suisse. C'est surtout ça. Il n'est pas intouchable, mais il est champion suisse. Champion suisse, et puis là, si cette année, il est champion d'Europe, même s'ils se font éliminer en play-in, il n'y aura pas de problème, quoi. T'es une année champion suisse, l'année d'après, t'es champion d'Europe. Ça lui laisse une année après pour préparer son équipe pour l'année prochaine. Donc, en fait, ce match du 20 février, il est super important parce qu'en fait, il va peut-être déterminer si Genève... Alors, on ne sait pas ce que va faire Genève en fin de saison en National League, mais il va peut-être déterminer si finalement Genève aura fait une saison correcte ou une saison très décevante. Moi, ce que je pense, c'est que ça va déterminer aussi, en cas de victoire, je pense qu'ils vont aller plus loin après en play-off. Ça va enlever beaucoup de pression de résultats par rapport au fait qu'ils sont champions en titre. Donc du coup, le match du 20, il est très important, mais c'est quand même fort. Ils avaient leur objectif en début de saison, c'était de gagner la Champions League et ils sont en finale à domicile. Donc rien que pour ça, déjà, respect, quoi. Et Zug a voulu le faire, ils y sont pas arrivés. Exactement. Et on oublie des fois que Cadieux, c'est ça. Deuxième année d'entraîneur. Mais c'est vrai que, alors rien contre Yann Cadieux, bien entendu, que j'apprécie particulièrement, vous le savez, mais c'est vrai que cette saison, quand Genève a fait ses mauvais résultats, a eu quand même des périodes un petit peu compliquées, est actuellement, même en championnat suisse, en période un petit peu compliquée quand même, on montre plus facilement du doigt les joueurs que l'entraîneur, alors que souvent l'entraîneur, au bout de 3 matchs, c'était le cas à Bienne, c'était le cas ailleurs, on montre l'entraîneur du doigt. On n'a jamais montré l'entraîneur du doigt à Genève cette année, pour le moment. C'est vrai qu'il y a une sorte d'impunité. Ouais, mais ça passe par le résultat qu'il a eu l'année dernière et ça le protège pendant un certain temps. Et puis je crois que pour l'instant, il a son vestiaire avec lui, tout simplement. C'est ça. Et puis les résultats en Champions League effacent un petit peu les mauvais résultats en championnat. Ouais. Alors Olivier Mollet en profite pour nous poser une deuxième question. Je ne sais pas si vous pourrez répondre parce que c'est plutôt au club qu'on devrait poser cette question. Il dit que le parterre nord a été annoncé par le club complet saison. Il trouve ça inadmissible de la part du club. Il proposait même qu'on en fasse un casque de plomb. Alors je sais qu'on en avait parlé un petit peu du public genevois il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine ou deux si je me souviens bien. Laurent, vous en avez parlé. Parterre nord, le parterre nord c'est des places debout je crois. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre qu'on annonce déjà complet pour toute la saison, quoi. Il trouve ça pas admissible. Bon, mais voilà. C'est une remarque, j'en fais part parce qu'il nous l'a écrite. Mais est-ce que c'est pour des raisons de sécurité ? Parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir plus d'abonnés. Il faudrait peut-être poser la question au club. On n'a pas assez de réponses là-dessus, mais c'est vrai que c'est étonnant d'annoncer ce genre de choses dans un COP, quoi. Ouais. Enfin voilà. On essaiera de se renseigner et puis on répondra à Olivier. Un auditeur très fidèle, visiblement, m'a envoyé alors beaucoup de questions. J'ai gardé, ça sera d'ailleurs le dernier auditeur qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est Gaëtan Grossrider. Il y a 3 ou 4 bonnes questions, il y en avait plus, mais j'ai dû sélectionner quand même parce qu'on va passer la soirée. D'abord, il demande simplement, lui il est supporter de Fribourg visiblement, il demande si l'arrivée possible de Grégoire, le défenseur canadien à Gauthieron, est un bon profil pour Fribourg.
De toute façon, à partir du moment où c'est un profil qui amène de la profondeur, ça va être bon parce que le problème de Fribourg, c'est pas l'équipe, c'est la profondeur. Ouais, puis la profondeur. Mais profondeur en défense, en quantité et en qualité. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, oui, globalement. Mais de toute façon, s'ils le font, c'est pas pour rien. Non, puis dans le profil, ils ont été pas mal ces dernières années, donc je crois qu'ils savent ce qu'ils font là. Alors Gaëtan a été visiblement très intéressé par nos propos concernant Andrei Bikov et sa fin de carrière fribourgeoise. Alors lui, il nous dit qu'il a trouvé la communication du club lamentable. En gros, il a écrit « Que fou Marc-André Berset ». Voilà, on salue Marc-André au passage. Il a trouvé que la communication du club a été lamentable sur la fin de carrière et de Bikov, et enfin dans le cas Bikov et Sprunger. C'est vrai que là, il y aurait peut-être moyen, on aurait pu faire mieux. Ça quand même, hein. Ouais, on aurait pu faire mieux, mais aussi question de communication, c'était pas terrible. C'est un sujet très très sensible en fait. Il y en a qui vont te dire que c'est bien, d'autres c'est pas bien, qu'on ne garde pas, d'autres de la communication. Donc je crois que en fait c'est plus qu'un joueur là. C'est une légende du club avec une famille qui est très présente, qui a été avec un papa très présent aussi. Donc très très compliqué, mais on communique comment alors là? Parce que là on parle de communication, on ne parle pas de cadeaux entre guillemets à faire à Bikov en disant bon, vu la carrière que tu as faite, on te prolonge quand même dans une tâche X, Y, Philippe, voilà. Comment est-ce qu'on peut présenter ça? Mais on est dans le monde professionnel et dans un sport collectif. Si on veut être juste, on présente les choses de la même manière qu'un autre joueur. C'est ça le problème. Mais sauf que tu marches sur des œufs là. Tu marches sur des œufs. Les gens de Fribourg n'acceptent pas ça parce que c'est un icône là-bas. Mais dans un vestiaire, tu reconduis pas Jorg et tu reconduis pas Bikov et tu fais toute une cérémonie pour Bikov et tu fais rien pour Jorg. C'est aussi pas correct parce que ça reste quand même des joueurs qui ont donné beaucoup pour le club. Donc voilà, moi ce que je souhaite, on a beaucoup polémiqué. Il y a eu cette histoire avec les joueurs qui voulaient donner une partie de leur salaire. Moi j'ai donné mon avis là-dessus, mais j'espère qu'il va prendre un club, et on a parlé de Bienne, je le verrais bien à Bienne, mais surtout avec des responsabilités offensives. J'aimerais le revoir dans les responsabilités offensives. Donc pas dans son rôle actuellement de défensif en quatrième bloc. Parce que dans la jouerie, il a quelque chose, et dans la vision du jeu, dans la vista, il a quelque chose d'exceptionnel. Et c'est un excellent patineur, donc même avec le poids des ans, il glisse tellement bien que ça se voit pas beaucoup. Et donc je crois que encadrer des jeunes et donner toute son expérience dans une équipe comme Bienne, on pourrait revoir un Kunti, un Brunner des grandes années à Bienne. Donc voilà, j'espère qu'on va le revoir dans une bonne équipe avec un rôle offensif. Et en parlant, pardon, je vous interromps juste, mais toujours en parlant de communication, cet auditeur fait remarquer que finalement Julien Sprunger, il a bien joué le coup, parce qu'en annonçant son désir de vouloir continuer à jouer avant qu'on discute vraiment de son contrat, il a un peu mis le club sous pression, quoi. Hein. Ouais, mais bon, je pense que parce qu'on pourrait finalement imaginer. Sprunger, il savait qu'il restait. Oui, mais on pourrait peut-être imaginer que sans cette annonce-là, Sprunger se soit retrouvé dans la même situation que Bikov et que finalement le club décide de se séparer de Sprunger et de Bikov en même temps. Moi, je pense pas, parce que Sprunger a encore un rôle efficace. Il joue les pipis, tout ça. Il n'a pas la même position. Le conseil d'administration a assez d'argent pour se prendre des Securitas en gardant pas les deux joueurs. Non, c'est pas possible. Mais Bikov, Sprunger, c'est un gars ultra intelligent sur la glace en dehors. Évidemment que dans la communication, il est extrêmement fort. Et quand il a dit ça, il savait ce qu'il faisait. Hein. C'est clair. Hein. Ça fait partie. C'est vrai qu'il a mis la pression sur le club. Non, mais ça fait partie des négociations, la communication avec les médias. Hein. Mais moi, je pense que c'est d'abord son cœur qui a parlé. Il voulait aider son pote. Et puis, moi, je suis pas persuadé qu'un Gerd Senezan soit très à l'aise avec le fait de dire qu'il veut pas garder Bikov parce que c'est aussi un affect. Mais je pense qu'ils l'aiment tous. Mais voilà, c'est la raison versus le cœur, tout simplement. En fait, si tu veux garder le même coaching staff qui est là depuis de nombreuses années, il faut du renouveau parce qu'autrement il y aura une usure et en gardant pas Bikov, Dubé aussi ramène des énergies nouvelles et puis va conserver son poste. Donc, puis il y a un gros élan de jeunisme, faut le dire. J'espère que vous garderez votre énergie parce que c'est la première fois que l'on fait une émission sous l'odeur des pétards. Alors là, ça fume sec dans le coin. Bon, enfin, bref, j'espère que vous aurez gardé votre lucidité jusqu'au bout. Allez, on continue. On va terminer avec les questions parce qu'on va quand même parler de l'actualité. Où est-ce que j'en étais ? Oui, encore un joke et puis une question quand même intéressante. Je reviens donc sur... on reste avec Fribourg, qui est quand même leader du championnat. Donc, allez,
honneur au leader actuellement. Il n'a pas l'air convaincu, Gaëtan Grossrieder, du travail qui est fait en coulisses actuellement avant les playoffs. Il trouve que Gauthieron n'est pas assez ambitieux dans ses mouvements pour la fin de la saison. Ah, mais l'ambition, est-ce qu'elle est liée à l'enveloppe là ? C'est toujours pareil, c'est l'aspect financier. Il y a deux cas de figure. Il y a l'enveloppe et il y a aussi l'équilibre. Parce que c'est une équipe qui vit très bien, il y a très peu de grosses blessures. Donc évidemment qu'on peut tous se dire, ouais, si d'un coup, au premier match des playoffs, ils ont 4-5 blessés, c'est la catastrophe. Mais il faut vivre avec un groupe. Et surtout en playoffs où là, tu es constamment ensemble. Et là, la cohésion d'équipe peut faire des différences sur certains matchs. Donc je crois que par expérience, avec ce qu'il a vécu Dubé, il va limiter quand même d'élargir trop son groupe pour pouvoir avoir un groupe sain et soudé. Mais c'est joindre l'utile à l'agréable. Il a un effectif restreint, tout le monde joue, tout le monde est content, la bonne humeur règne et il gagne. Après, il n'y a pas de louft, il ne faut pas de blesser. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils disent qu'ils veulent se renforcer, mais ils ne parlent pas de gardien. Moi, je me demande s'ils ne sont pas sur Ludo Weber. J'en suis convaincu depuis longtemps. Non, mais parce qu'il ne joue pas beaucoup à HL. Il ne joue pas beaucoup. Donc ça veut dire que si tu arrives pour 2 mois à convaincre son club de HL et Ludo Weber de venir comme backup à Fribourg, ça change la donne. Ça veut dire qu'ils auraient un duo de gardiens qui est quand même plus fort qu'avec. Ça, c'est clair. Donc voilà, parce que justement les gens étaient un peu surpris. Moi je m'étonnais de ne pas voir finalement dans le propos, dans les Freiburger Nachrichten de Gerd Seinhausen qui parlait justement de licence B et donc licence B attaquant. Et puis donc un étranger qui pourrait être Grégoire, enfin il n'a pas confirmé le nom, enfin voilà, donc et pas de gardien. C'est vrai que c'est le plus étonnant, c'était ça. Parce que si Berra pète, c'est un problème. La question est de savoir si Rueger tient le coup. Non, playoff, ça serait. C'est pour ça que moi je pense. Il pourrait, mais ça c'est risqué. Franchement, vu ce qui se passe avec Ludo Weber, ça ferait sens. Oui, absolument. Allez, la dernière remarque sous forme de joke, toujours de Gaëtan Grossrieder, qu'on remercie. Et, ça va s'adresser directement à Christian Ponty, puisque c'est le spécialiste de la NHL ici. Et toujours en parlant de renfort pour Gauthieron, combien faudrait-il vendre de bières supplémentaires dans les gradins de la BCF Arena pour pouvoir avoir à Fribourg Kourachev ou Souter? Oh là, en fait... Il faut passer aux alcools forts. Moi, je pense que c'est pas compliqué. Kourachev, c'est 2 125 000, je crois, son contrat. Et Souter, pareil, c'est autour des 2 millions aussi. Donc voilà quoi, un gros salaire. Je crois que le joueur le plus payé en Fribourg, c'est autour de 800 000. Voilà, c'est ça, donc il faudrait 2 à 3 fois. C'est ça. Avec les charges. Et puis surtout, 3 fois. Alors en bière, je pense que avec Cardinal comme sponsor, ça peut aider. Non, mais voilà, je pense que clairement. Un renfort de ce type de NHL, faut pas trop y penser. Philippe Kourachev et puis Pio Souter, si vous nous entendez, vous savez qu'il y a de l'intérêt pour vous en Suisse. Exactement. Bon, on passe à l'actualité, Laurent. Ouais, exactement. On fait un retour rapide sur la finale. En rappelant qu'on est au pub de la gare à Nyon, quand même. On va le redire encore une fois, puisqu'on nous accueille généreusement tous les lundis. Voilà, allez-y. On fait un retour rapide sur la Champions League. Donc, évidemment, une finale contre Aïka. Là, ça va être vraiment un gros match. J'ai comparé un petit peu les statistiques, ce qui m'a, au niveau des face-off, c'est un peu la même chose, mais vraiment en powerplay, c'est très très compliqué pour les équipes. Genève qui est finaliste est à 11,11, les Suédois à 12,20 et ils ont 91 en box-play et 77 en box-play pour les Suédois, mais c'est surtout il y a eu très très peu de goals en pipi. Mais je peux vous contrer. Ouais. C'est dans un mois le match. En un mois, il y a tellement de choses qui peuvent changer. Bien sûr, mais mais là où je veux en venir, c'est que moi, je les ai vus jouer plusieurs fois cette année, et je pense qu'il va falloir monter encore d'un cran le niveau de jeu dans toutes les zones par rapport à ce que j'ai pu voir en demi-finale contre les Finlandais. Parce que c'est une équipe, comme je vous l'avais dit, à un moment donné, tu sais pas qui est défenseur, qui est attaquant. Ça joue toujours moitié de glace et quart de glace des fois, et avec des mouvements dans tous les sens, et le puck il bouge tout le temps. Et les mouvements de joueurs, donc là des fois on est un peu laxiste, on l'a pas été sur le dernier match en Finlande. Sur le jeu défensif, il va falloir bloquer les shoots, et hier par exemple on a vu un Cloton qui était capable de faire ce genre de choses. Donc voilà, avec l'appui du public, il va falloir commencer bien le match.
Et voilà, ça sera une belle finale, mais vraiment deux beaux candidats au titre. Et pour moi, le favori sur l'ensemble de la compétition, c'est quand même Aika, avec vraiment une prestation de haut niveau, à part le dernier match. Le dernier match à domicile. Où là, je les ai trouvés un peu nerveux. Ouais. Pour revenir à ce que tu dis, j'ai vu aussi les Suédois jouer contre les Tchèques. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'à un moment donné, ils étaient tellement virtuoses entre le patinage, la technique et la tactique. À un moment donné, ils ont privé les Tchèques du puck. Et en plus, en zone neutre, ils ne touchaient pas la bille. C'était incroyable. Et on parle de Pardubice qui a été exceptionnel à la Spengler. Après, moi, pour revenir sur le match, j'ai trouvé que... Voilà, c'est juste pour dire que... Moi, on avait dit qu'il fallait pas qu'ils commencent mal le match. Donc, c'est pour dire, en plus, comment ils ont bien joué. Parce que après 2-0, honnêtement... on s'écrivait, on se disait, c'est terminé. Moi, je me dis... parce que Skellefteå est une équipe qui sait maintenir un résultat. Il l'a prouvé à multiples reprises cette saison. C'est là que je veux venir. J'ai envoyé un message, j'ai dit all kill n'aura, j'ai fait oh là là, parce qu'il s'est loupé, mais prendre un goal comme ça en demi-finale, c'est un truc. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que c'est lui qui a tenu la baraque à la fin, donc ça veut dire que mentalement il est très fort, ce bonhomme. Et puis surtout, voilà, une fois de plus, on voit que les étrangers de Genève, et c'est un peu comme un Pesonen du côté de Langnau, ils sont là quand il faut. C'est la classe mondiale, c'est l'étage en dessus. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est au bout d'un moment, j'ai l'impression que les joueurs de Rauma, ils regardaient les Finlandais de Genève jouer, ils étaient impressionnés parce que en fait, ils leur donnaient une leçon d'efficacité incroyable. Et franchement, moi, je disais l'année passée que j'adorais voir Vatanen parce que, en fait, des fois, il paraît presque long et tout d'un coup, il a des fulgurances. Et voyez le goal qu'il met sur la passe de Phil Poula, c'est un fax. Il se fait oublier, c'est une passe à l'aveugle de Magic Johnson. Et tout d'un coup, il la donne à Phil Poula. C'est ça. Et puis Phil Poula, de nouveau, il sait qu'il doit être là au bon moment, mais voilà. Et puis on a retrouvé du grand Artikainen de nouveau. C'est ça. Les Finlandais étaient quand même, mais passeur que buteur. Mais bien sûr, mais peu importe. Encore que ce week-end là, il a remis son niveau. Mais après, ce qu'il faut dire, c'est qu'autant sur le point de vue offensif, c'est les Finlandais qui ont fait gagner Genève, autant sur le point de vue défensif. Qu'est-ce que ça a bossé. Ça a bossé, et puis les pertes de défense ont été efficaces. Ouais, puis des gars comme Berton, je sais pas, t'as vu le boulot. Bien sûr. Travail obscur. En plus, pour revenir sur Phil Poula, j'ai un peu cherché, il faudra qu'on confirme tout ça, mais champion olympique, champion du monde, gagner la Stanley, gagner le championnat suisse, et s'il gagne la Coupe d'Europe, je sais pas s'il y a un jour au monde qui a ce palmarès. Possible. Il faudrait qu'ils invitent Genève à la Spengler. Oui, il lui manque la Spengler. Il manque la Spengler, mais c'est vraiment très impressionnant, et ça veut dire que Genève a de la chance d'avoir un joueur comme ça dans ses rangs, et les gens qui vont au match ont la chance de voir ce gars-là. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est que, regarde, cette année on dit ils sont moins forts, mais regarde, dès que c'est important, ils sont là. Et hier, on peut en parler, mais on va venir après, je pense. Artikainen, il était nouveau dans son bureau, là, c'était nouveau, et puis il a de nouveau le sourire, et là. Et en fait, il monte en puissance. Le supporter de base dira, ils se foutent un peu de notre gueule durant toute la saison, mais quand ça compte, ils sont là. Ça veut dire qu'ils pourraient hausser le niveau de leur jeu quand ça joue moins bien. Alors, mais si quand ça compte, ils sont là, qu'ils gagnent. C'est l'essentiel, vous me direz. Puis c'était facile, ça se saurait. Je veux dire, tu peux pas gagner. Vous avez vu Zurich ce week-end. Mais puis voir la saison qu'ils ont fait l'année passée. Je veux dire, surtout le début de championnat, c'est juste hallucinant. Mais là, moi, honnêtement, à 2-0, j'ai dit ok, c'est vraiment mal barré. Et là, à la fin, pouf, et le dernier tiers. Le dernier quart d'heure, c'était exceptionnel. Vous en avez terminé avec la CHL. Puisqu'on a parlé de Genève, on enchaîne avec Genève peut-être. Vous voulez directement avec Genève. Si ça vous dérange pas. Et puis je voudrais faire le lien, puisqu'on a parlé d'Olkinuora, retour de Robert Mayer devant les filets. Ça a été... Faudra encore un petit peu de pratique, quoi. Mais profondeur, c'était pas si mal. Ça a été pas si mal ce match. Donc, c'est qui le club partenaire de Genève encore? C'est Sierre. Voilà, on va l'envoyer à Sierre. Perdu. Sierre, ils ont un très bon gardien. Perdu à Fribourg. Ce serait malheureux de pas faire jouer Giovannini. C'est ça. Perdu à Fribourg 6-1. Donc un match, on sentait qu'on était monté très très haut dans les émotions. Ça a mal tourné, mal commencé. Après, tu rates des choses. Berra fait des arrêts. Et du coup, le 6-1, à la fin, c'est pas révélateur finalement des 40 premières minutes. Après, ils ont bien réagi. Ils ont gagné 5-2. Pareil, à l'inverse, Fribourg qui commence très très mal, qui court un peu après le résultat. Et puis Genève qui fait la différence avec son powerplay. Mais voilà, 7e.
Heureusement pour eux qu'ils ont gagné samedi parce qu'il y a Bienne qui est en train de revenir. T'as un pur sang derrière qui est avec une cravache et qui est derrière toi qui te souffle dans la nuque. Hein. Donc ça fallait vraiment absolument gagner, autrement tu perdais ta place. Mais là ils ont une semaine ultra importante. Hein. Va à Lugano mardi, va à Langnau et reçoit Zurich. Lugano c'est fort actuellement. Lugano, retour de Daniel Carr, la ligne Carr, Joly et Turkov au-dessus de tout le monde. Mais vraiment, le prochain match sera très délicat. Très délicat. Et donc voilà, mais voilà, dans les standards, si on regarde, 8e attaque, 9e défense, 8e au niveau de l'efficacité scoring, 3e powerplay, donc ça c'est toujours dans les bons standards alors qu'ils étaient premiers, 7e en box-play, 2e équipe la plus pénalisée, et ça c'est nouveau, et premier au face-off. Donc face-off et powerplay, ils ont toujours été très performants, mais voilà, 2e équipe la plus pénalisée, et puis surtout après, ils sont à leur place, quoi. Ils sont à leur place. Ouais, moi je dirais. Alors j'ai marqué. Ils ont touché le fond à Fribourg, ils ont rebondi. C'est l'orgueil du champion, vraiment. Pour exactement. Moi, c'est. Je voulais quand même dire, parce qu'on en a parlé beaucoup, mais que pour moi, Hartikainen au match retour, c'était de nouveau le Hartikainen des playoffs. Parce que j'ai écouté les commentaires, et c'est vrai que c'est intéressant. Ils disaient, ouais, alors on voit que la défense fribourgeoise paraît mal, mais et quand il joue comme ça, il faut le bouger, le gars. Facile à dire. Non, le gars, il est insoluble. Je veux dire, en plus, il joue, il s'appuie, il a le dos contre les joueurs et le dos contre le but. Et il a une manière de se retourner. Et c'est où il passe, où il tire. Donc, et là, je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a quand même été orphelin tout le début de saison d'Omark. Ouais. Et il commence à trouver ses marques. Je trouve vraiment ça va mieux. Moi, je trouve que Hartikainen, pour moi, il a marqué des points et j'ai vu un truc que j'avais pas vu depuis longtemps. Il avait le sourire parce qu'il est gentiment en shape. Moi, je rajouterais que dans la problématique, il faut absolument que Lennström revienne au jeu. Tout le monde loue les qualités de Honka. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il a une bonne vista, il a une bonne première passe, il patine très très bien, mais défensivement, tu peux pas avoir Vatanen et Honka. C'est trop faible. C'est trop faible dans le jeu défensif. Donc Lennström doit absolument revenir si tu veux aller loin dans le championnat. Et l'autre chose, c'est un problème de riche. Hein. On a le problème à Lausanne, mais là, d'avoir 3 gardiens avec des clous, sauf erreur de tête qui a un contrat jusqu'à 2027, qui est surnuméraire, ça peut amener aussi des incidences. Donc ça, dans la gestion de vestiaire avec 3 gardiens c'est vrai que potentiellement titulaires. Mais dans la situation actuelle, les 2 gardiens pour les prochaines, c'est Mayer et Desclous. Olkin, il est là pour faire le nombre cette année, on va dire ça comme ça. Ouais, mais si d'un coup ils sont champions d'Europe et puis qu'ils font une bonne fin de saison, peut-être qu'Olkin voudra rester aussi. On va rappeler ce qui est arrivé à Van Pottelberg. Lui, il a une blessure, mais voilà, donc il y a quand même une gestion de vestiaire qui doit pas être simple. Mais moi, je reste persuadé que Lennström, même si c'est pas Tom Ernest, il a quand même des qualités défensives, offensives et un gabarit qui est important dans l'assise de Genève Servette, et qu'il faut absolument qu'il revienne au jeu si tu veux aller loin, parce que pour moi, je vous l'ai dit, mais Honka, pour moi c'était bien qu'il ne soit pas en demi-finale par rapport au match et à l'adversaire rencontré, où il fallait énormément défendre. Vous faites quoi en finale maintenant ? Vous le mettez quand même ? J'espère qu'il est sur la glace maintenant. J'espère que Lennström il sera de retour. Et tu le mets. Réglementairement, on pourrait faire jouer tout le monde. Hein. Oui, bien sûr. Tu peux faire jouer tout le monde. Mais ça pourrait déstabiliser l'équipe. Oui. Non, tu peux faire jouer tout le monde, mais moi, par rapport avec ce qu'ils ont fait en demi-finale, les paires de défense, moi j'ai trouvé ça très équilibré. Donc ça c'est du coaching staff et l'état de forme au moment de la finale. Mais moi je parlais plus des playoffs et puis de la suite de championnat. Je crois que Lennström est très important. Et surtout Laurent, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que maintenant il faut gérer l'effectif, parce que tu as un gardien qui est étranger et qui va prendre la place d'un étranger. Donc ça veut aussi dire que tes Lecoultre, tes Carrère, ils doivent être en forme, parce que si tu les benches systématiquement, quand ils seront là, et moi j'ai trouvé que Lecoultre il va mieux. Franchement. Pas quand il est avec Honka. Non, je suis vraiment navré. Mais globalement, je trouve que, par exemple, en Coupe d'Europe, je trouve qu'il a bien joué là-bas. Mais parce qu'il n'était pas avec Honka. Peut-être. Mais en tout cas, ces gars-là, c'est important de les garder en température. Et la température, c'est le temps de jeu qui va t'amener la confiance. Et puis, faut pas oublier qu'on a encore Bernie qui est arrivé. Donc, je veux dire, l'équilibre, il a été vraiment modifié, de cette équipe. Et je pense que, évidemment, les temps de jeu, c'est très important. C'est ce qui fait que tu es content ou pas content. Et donc, avec l'arrivée de ce gardien supplémentaire, tu dois gérer les gardiens, les défenseurs. Moi, je pense que Lennström, on oublie. On a dit que c'était un des 3 meilleurs défenseurs
défenseurs d'Europe. Et je pense qu'on n'a jamais encore vu le vrai Lundström, tout simplement. Non. Et on pourrait être surpris en bien quand même. J'espère. Parce que, d'après les échos, les joueurs non, c'est pas du niveau de Tom Ernest, mais il est assez complet, donc il peut amener cette sécurité et puis surtout lorsque ça va pas, être capable de jouer avec beaucoup de minutes. Mais voilà, dans l'équilibre défensif, moi j'ai beaucoup aimé les 3 paires de défense en demi-finale en Finlande. D'ailleurs, il y avait Guillaume Maillard sur un des blocs. Ouais. Et oui, il a joué après la blessure de Miranda. Ouais. Messieurs, il nous reste 20 minutes pour parler encore de 4 clubs rebonds et de rondelles. Alors on enchaîne. On va avec Bienne. On y va avec Bienne. Bienne 7 en 10, 7 victoires en 10 matchs, gagné en Brie 2-3 et 3-2. Sans forcément bien jouer. Non, mais il fallait faire les points, ils les ont fait. Ça va à Zurich le 26, ça reçoit Langnau. Et le match of the week sur les Mans Bleus, dimanche soir. Ensuite... ça sera donc Bienne Langnau. Ouais, Bienne Langnau. On vous retrouvera. Exactement. Avec un Chris Rivera en pleine forme. Et non, il sera pas là. Plus malade. Il sera pas là. Il sera pas là, mais avec la tablette. Ah bah voilà. Oui. Normalement la tablette. Ah, c'est bien. 9e attaque. Qui sera pas grippé. Il y a son nouveau joujou. Il y aura le câble, il y aura tout. Il y aura tout. 9e attaque, 6e défense, 9e au niveau de l'efficacité scoring, 9e powerplay, 9e box-play, 10e équipe la plus pénalisée, 13e au face-off. Ouais, des standards de leur place 9e au classement finalement. Mais par contre, maintenant, moi, on a beaucoup parlé dans cette émission, mais Delémont a joué 8 minutes vendredi, pas le 3e tiers, et a joué 0 minutes samedi. Ouais. Martikainen, il a commencé à faire progresser son équipe, mais je veux juste lui rappeler que Yannick Radgeb va partir à Fribourg et qu'il faut un remplaçant. Et que dans le profil, je pense que Delémont, et quand je vois certains, il fait beaucoup d'efforts parce qu'il mange son pain noir, donc je l'ai vu faire beaucoup d'efforts dans la simplicité, dans le jeu défensif, ce qu'on lui reproche par rapport à d'autres défenseurs qui étaient derrière lui en début de saison. Mais voilà, faut qu'il change d'air, Delémont. Non, moi pour la saison prochaine. Non, il faut que le coach. Ouais, mais ça marchera pas. Non, mais il faut que le directeur sportif. Il y a des moments, c'est ton patron, le directeur sportif. Il doit imposer des choses. Même s'il y a des résultats, il doit lui dire Steinegger, il fait toujours des bonnes choses. Delémont, tu dois le développer parce que c'est notre futur Radgeb. Et il faut absolument qu'on le fasse progresser physiquement. Et qui travaille défensivement, évidemment, le corriger. Sans skate aussi. Mais sans le sanctionner. Parce que tu as besoin de lui. Et en powerplay, je vous rappelle que même l'année dernière, il a fait des trucs exceptionnels. Donc, et quand on l'a vu jouer avec l'équipe de Suisse, il joue avec Alatalo, qui est pas réputé pour être bon défensivement. Il a fait son job et moi, il m'a impressionné. Il a beaucoup de culot. Donc, je crois que c'est Steinegger qui doit faire le job à ce niveau-là. Ouais, moi, je suis d'accord. Moi, je voulais rajouter juste... bien en mode efficace, mais pas très séduisant, c'est vrai. Mais efficace, 6 points, et surtout contre Ambry. Donc ils sont passés devant eux, donc c'était juste magnifique ce qu'ils ont fait d'un point de vue comptable. Moi, ce qui m'embête, c'est que Von Pottelberg ne joue toujours pas. Et je pense que il jouera plus. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si t'es en playoff, qu'il a annoncé son départ. Oublié. Mais je pense que c'est une erreur. Parce que bien sûr que c'est une erreur. Le jour où tu vas le mettre, il n'aura pas la confiance nécessaire. Même si c'est un 3, un 4, tu dois le faire jouer. Puis c'est Van Pottelberg, il est en équipe suisse. Je veux dire, ils n'ont pas le backup de Fribourg. Donc moi, je pense que rappelle ce qui est arrivé à Berlin. Exactement, c'est une erreur. Donc on attend une deuxième intervention de Stony. Voilà. Et puis ensuite, alors, moi je dirais qu'aujourd'hui, tous les jours qui ont manqué durant la première partie du championnat, c'est ceux qui les font gagner aujourd'hui. Offer, il marque, il est précieux. Kunti, il est précieux, il marque. Radgeb fait un week-end à 2 points, c'est le moment magnifique. Et puis, alors, il joue enfin sa position. Ouais, exactement. Et puis As continue de faire du As. Et le retour de Yakovenko qui est très important pour cette équipe. Après, j'ai lu, parce que pour revenir à ce que tu disais à propos de Noah Delémont, je pense que peut-être qu'il a regardé Sidler avec un temps de jeu de 14-10 et 16-21 respectivement contre Zurich. Il a très bien joué hier. Et 3 minutes 12 de pipi. Donc je pense qu'il regarde ça avec envie et il a raison. Et comme tu l'as très bien dit, Laurent, il doit développer, mais surtout il doit continuer de développer Delémont. Parce c'est pas qu'il avait pas joué. Je veux dire, on est en train de stopper. Et ça, c'est pire que tout pour la confiance. Mais moi, j'ai aimé les mêmes critiques avec Lausanne sur Sidler. Parce exactement. Que Sidler, ils n'ont pas fait le travail correct avec lui. Et c'est un gars qu'ils auraient dû développer les qualités physiques parce qu'il est petit et qu'il n'est pas puissant. Déjà, tu peux le développer. Kevin Fer,
effet, il est pas grand et puis il s'est développé physiquement. Et surtout, ils ont des qualités que la plupart des défenseurs n'ont pas en Suisse. La mobilité et le hockey sense. Et la vista. Et la vista. Donc ces joueurs-là, il faut les développer. Et aujourd'hui, quand tu penses que ce joueur-là, on l'a transféré à Chaux-de-Fonds et que maintenant il se retrouve à... Tant mieux pour Cloton, mais moi je crois que c'est une erreur. Et quand on voit le recrutement du nouveau joueur à Bienne, le nouveau jeune défenseur qui arrive, c'est un petit peu aussi dans ce profil. C'est un petit peu dans ce profil-là. Et c'est là-dessus où les directeurs sportifs ne font pas leur travail vis-à-vis des coachs, notamment des coachs étrangers. Mais en plus, ce qui m'a frappé, c'est que pour dire qu'il a joué avec la Chaux-de-Fonds, t'as vu la confiance ? Comme il a joué hier contre Zurich. Parce qu'il a beaucoup joué avec Chaux-de-Fonds, il arrive dans une ligue supérieure, mais il a tellement de qualité technique et de patinage qu'il s'est adapté et il a été très bon. Évidemment qu'il faut un équilibre, l'épaissir, mais il faut lui mettre aussi un duo qui va l'aider. Il y a eu quelques fois, il avait joué avec Gernat, mais c'est n'importe quoi. Tu as eu Gernat qui était un faux follet qui va n'importe où. C'est très difficile pour Sidler. Tu as besoin d'un gros bonhomme qui est très bon défensivement. On enchaîne ? Oui, on enchaîne. Allez. On part avec Fribourg. Allons-y. Donc j'avais marqué premier ou deuxième parce que j'étais persuadé que Zurich sur back-to-back. Mais Cloton a été vraiment incroyable et Zurich était à côté de la patinoire. Mais voilà, c'est dingue lors d'un derby d'en perdre un. Ça peut arriver pour suffisance. Franchement, mais après la défaite, c'est ça. Après la défaite à Zurich, tu te dis les pauvres aviateurs, qu'est-ce qu'ils vont prendre ? Et c'est le même match, hein. 3-1. Et puis 3-1. Le même score, mais même match. La même configuration, donc incroyable. Fribourg gagné à Genève, gagné à la maison 6-1 contre Genève et perdu à Genève, on en a parlé. Reçoit Rapperswil et va à Davos. Donc Rapperswil, c'est un coup d'arrêt hier. Et le match, le score ne reflète pas vraiment la partie, mais d'avoir perdu contre Langnau, c'est vraiment un coup d'arrêt. Et puis Davos, moi je vous l'ai déjà dit, mais pour moi ça sera la deuxième. C'est l'équipe qui va faire une grosse deuxième partie de saison, donc ça va être très très compliqué. Donc il va falloir garder cette première place, première attaque, troisième défense, premier niveau de l'efficacité scoring. 12%, c'est tout simplement prodigieux. Premier powerplay. Voilà, 6e box-play, 6e équipe la plus pénalisée, 11e au face-off, c'est toujours été leur péché mignon, malgré l'arrivée de certains centres. Mais voilà, le bémol à titre individuel, c'est quand même Di Domenico qui en ce moment pédale dans la semoule. Mais voilà, peut-être que c'est bien qu'il se range pour. C'est bien qu'il score pas. Le rôle est un peu différent quand même. Non, mais c'est bien qu'il score pas. C'est bien qu'il score pas parce que lorsque ça va commencer, il sera en play-off. C'est ça. Ouais, moi j'ai rajouté aussi. Peut-être qu'ils ont été gourmands contre Fribourg en leur mettant 6-1, c'était sévère. Contre Genève. Et du coup, ils l'ont payé à la maison parce qu'ils ont réveillé l'orgueil du champion, comme je disais avant. Et puis moi, alors je vais quand même mettre en avant Walser. 10 goals déjà, Walser. Centre de troisième, respect, hein, franchement. Et c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est juste pour dire que. Il est extrêmement sous-coté, ce joueur. Ouais, exactement. Il est utile. Il peut aussi jouer quand c'est physique, donc c'est important. À Fribourg, il n'a pas 50 des gars comme ça. Il prend peu de pénalités. Il est capable de se sacrifier pour l'équipe. C'est un très bon joueur. Et puis lui aussi, un peu à l'image d'un Marchand à un moment donné qui avait cartonné. Et derrière, il a fait une saison un peu moins bien. Et là, il revient. Et moi, je dis respect parce que c'est toujours le problème, c'est quand tu fais une saison où t'es vraiment bon, il y en a beaucoup qui vont te dire ouais c'était de la chance et confirmer c'est dur et en fait cette équipe elle est en mutation, mais lui il a su continuer de trouver une place, continuer d'être utile. Et on n'en parle pas beaucoup de Walser, mais moi je pense que c'est un gars qui est vraiment important et qui est important pour l'équilibre de l'équipe. Il fait pas d'histoire, c'est un bon centre, il gagne ses engagements. Enfin, je voulais juste mettre ça en avant. Puis après, un truc qui me fait plaisir, c'est que Berra il cartonne et en même temps ça me fait peur parce qu'il faudrait pas qu'il tombe. Voilà. D'où l'importance d'avoir un troisième gardien. D'où l'importance de moi. Moi, je pense que c'est pour ça que il y a peut-être une communication cachée. Oui, et puis, moi je pense qu'en tout cas, j'essaierai d'aller voir Weber, quoi. Enfin, ça me semblerait. Je pense. On lance l'idée. Ouais. Alors, on lance l'idée. Qu'a dû avoir Gerd, qu'on dû avoir Gerd et Christian. Après, non, mais attendez, il y a aussi le contractuel. Hein, donc, bien sûr. Mais là, il joue peu. Allô, Weber arrive, non, mais bien sûr. Maintenant, je vous rappelle que théoriquement, si le Weber revient en Suisse, ce serait d'abord à Zurich.
théoriquement. C'est ça. C'est pour ça que je parle de l'aspect contractuel. Je pense qu'il y a des choses qui ont été signées. Contractuellement, typiquement, ça veut dire aussi que. Parce que maintenant, il ne faut pas oublier qu'en HL, les salaires ils sont aussi conséquents. Maintenant, tu gagnes des 400-500 000. Non, mais pourquoi pas Zurich qui rappelle Weber pour les playoffs? Oui, c'est ça aussi. Parce qu'imagine que Roubaix se blesse. C'est ça. Et on a vu que Zumbul, c'était très compliqué ce week-end. Donc. Moi, je serais plutôt La logique voudrait qu'on le voit plutôt à Zurich. Exactement. Bon, ben voilà, ça c'était pour finir Fribourg. On attend impatiemment le retour de Marchand et de Sutter pour compléter cet effectif. On va à Lausanne. Allez, on va à Lausanne. Alors ils ont un calendrier vraiment particulier, mais un seul match gagné en OT à Zug. C'était un très bon match, je les ai trouvés supérieurs. Zug est en perte de vitesse, joue pas très bien en ce moment, mais je les ai trouvés rouleau compresseur un petit peu sur ce match-là. Dommage de ne pas avoir pris les 3 points parce que sur la physionomie du match, ça aurait mérité mieux. Bon, maintenant, voilà, ils reçoivent Davos. Voilà. Moi, je le redis, mais il faut absolument... Vous méfiez de Davos comme de la peste. Davos, c'est l'équipe qui peut redistribuer des cartes et changer les places des équipes. Alors attention, il faut vraiment les mettre loin. Il faut vraiment les battre et c'est un concurrent direct. Ils avaient gagné un match très compliqué en OT un dimanche après-midi, je me souviens, et ces points vont compter, donc il faut vraiment battre Davos. Pour avoir une ou deux surprises dans les grisons, parce qu'apparemment Yann Alston, il travaille quand même pas mal dans la coulisse en ce moment-là. Et il y a quelques noms intéressants qui sont évoqués. Il vient de perdre Egli. Exactement. Et il vient de perdre Egli, il faudra le compenser quand même. Évidemment. Mais c'est vrai que Davos serait un club tout à fait adapté à Delémont. Et puis on oublie que l'entraîneur de Davos, Sheldon, aime bien les jeunes. Il a bossé avec les Biennois. Les Biennois réussissent bien quand les jeunes Biennois quand ils partent à la montagne. Donc ça reçoit à Joie. Donc ils ont une semaine à 3 matchs enfin. Ça reçoit à Joie. Donc là pour moi il n'y aura pas vraiment de complications parce qu'ils sont vraiment en ce moment en pleine possession de leurs moyens, puis dans la qualité de l'équipe et la vitesse et l'intensité qu'ils mettent, ça devrait aller. Puis ça va à Lugano. Donc les 2 matchs importants de la semaine, c'est 2 concurrents directs pour maintenir et assurer cette 4e place finalement, et peut-être essayer d'aller chercher cette 3e avec Zug qui va pas très bien en ce moment. Après, les standards, c'est 5e attaque, 6e défense. Toujours le même problème avec l'efficacité scoring, 8-16. C'est là en play-off où tu dois monter ça. Le powerplay qui est 14e toujours, avec 14-25. Et puis l'équipe la plus pénalisée. Donc l'axe de travail, c'est vraiment sur le nombre de shoots, être encore un poil plus efficace malgré des très bonnes saisons des attaquants. Le powerplay, et puis essayer de gommer un petit peu ces pénalités par moments qui cassent le rythme, et surtout quand tu as 4 lignes de cette qualité-là. Donc voilà, une semaine très importante pour assurer, peut-être aller chercher la 3e, mais surtout assurer la 4e. Ouais. Moi, j'ai juste mentionné précieuse et belle victoire à Zug en overtime et surtout signé quand même un peu de la patte de Jason Fuchs qui fait un début d'année incroyable. Il est donc juste ça doit être le plus efficace. Non, mais c'est surtout qu'il a jamais comptablement marqué autant de buts que cette année. C'est sa meilleure saison comptable, donc ça c'est vraiment tout bon pour le. C'est ce que je pense. En playoff, ça serait une autre chose. Je suis d'accord. Vas-y, une fois, fais quelque chose. Mais Laurent, en ce moment, Lausanne doit faire des points pour rester dans le bon wagon, donc il est important. Bien sûr, mais la blessure de Salomaki est tout à fait embêtante. Ensuite, j'ai marqué que Raphaël était déjà précieux. S'il en santé, ça va être très important. C'est des joueurs, t'as très peu de joueurs de ce profil-là dans le championnat et c'est très important. Je mets aussi en avant la solidité et la grosseur de la défense lausannoise. Ils sont durs à bouger et ils ont souffert de ça parce qu'ils sont très bons, ils sont très mobiles d'habitude. Zug, et là, je trouve que la défense lausannoise a très bien joué. Le retour d'Hoffman, premier shift goal, ça aussi, au niveau de la profondeur, ça va être important du côté de Zug. Et puis encore un de ces joueurs qui n'a pas beaucoup joué, donc comment il va être en play-off, voilà. Et puis, j'ai trouvé aussi très intelligent d'avoir envoyé Pache jouer à Martigny. Parce que il y a tellement peu de matchs qu'il faut garder du rythme. Donc en fait, pour moi, c'est pas du tout une punition d'avoir Pache. Non, il y a juste Timashov qui la trouve un peu mauvaise. Autrement, pas Timashov, Chianov, pardon. Non mais c'est surtout que voilà. Il y a très peu de matchs. Je veux dire que Ward gère intelligemment. Non mais il compte pas le faire jouer, il faut le faire jouer. Et pour moi, c'est le numéro 1. Oui, mais exactement. Mais je pense que où il est malin, c'est le numéro 1 pour l'instant. Mais où il est malin, c'est que il redonne du temps de jeu
jeu à comment il s'appelle, à Hughes, et puis comme ça il est aussi dedans, il aura 2 gardiens en shape, et ça c'est important. Alors c'est clair que Poulenov clairement paye les pots, mais c'est normal aussi vu ses prestations, donc il n'y a rien d'incroyable. Et puis moi je voulais juste encore dire une chose qui me fait plaisir, c'est le retour au jeu de Pedretti dans le line-up, parce que l'air de rien, si on arrive en play-off, Pedretti peut devenir très important, parce que si ça frappe, c'est un gars qui est capable de répondre. T'imagines qu'il y a une 4e ligne parce que ouais, par exemple, ou même Kennins qui nous a beaucoup agacé dans cette émission, mais qui fait des meilleures prestations, il prend encore beaucoup trop de pénalités, mais s'il est en forme avec Pedretti et Almon, faut le jouer contre ce 4e bloc. Mais à quelque part, c'est une profondeur que Fribourg n'a pas. Hein. Oui, en qualité, en quantité. C'est ça. Avant de passer rapidement à Ajoie, ma dernière remarque, parce que moi je regarde toujours un petit peu avec un petit temps d'avance pour la saison prochaine. Si je vous dis que du côté de Lausanne, il y aura très très peu de changements au niveau défensif et c'est plutôt à l'offensive qu'on va avoir des mouvements, je suis dans le juste. Ouais, vous êtes dans le juste maintenant. Parce que la défense au niveau des étrangers, défensivement, je vois pas tellement ce que vous pouvez changer, améliorer. Non, mais offensivement. Je sais pas, hein, parce que tu sais ce que tu sais pas ce qui va arriver. Parce que tu sais ce qui va arriver potentiellement, mais dans l'adaptation, regardez Oyomaki à Cloton, on m'a annoncé une star du championnat. 8 matchs, 0 points. Il a commencé un peu hier, mais je veux dire, Poka, Onka, on a annoncé des joueurs exceptionnels. Donc, il y a, selon les joueurs, donc t'as des C-catch, t'en as pas partout. Donc, mais c'est un peu radio rumeur en ce moment. Pas oublier non plus, on a plein de Finlandais partout chez nous, mais il ne faut pas oublier qu'on a presque un 2e championnat de Finlande. Hein. Oui, puis, d'ailleurs, il y a beaucoup d'intérêt en Finlande pour notre championnat actuellement, parce que les meilleurs joueurs, selon eux, sont chez nous maintenant. Et puis, on reparlera d'Apala en play-off. Mais voilà. On reparlera d'Apala en play-off et on verra ses statistiques. Ouais. Et on verra si par rapport à un C4 et tout, quel est le joueur le plus important dans l'équipe. Et surtout, on verra si Genève avait raison ou pas. Exactement. Et la position de C4 aujourd'hui, elle est un peu fragilisée quand même à Lausanne. En fait, ces rumeurs, tu peux pas aller contre parce que tu parles avec des agents qui parlent avec la presse, parce qu'un agent aujourd'hui, c'est une radio. Hein. Il appelle, il fait passer des messages pour monter la valeur du joueur, et puis évidemment, il y a des journalistes qui relaient ce genre d'informations. Mais le problème, c'est que ça sort alors que tout va bien. Mais tu peux pas faire autrement. Mais j'espère que ça va pas déséquilibrer le vestiaire. Mais Philippe, tu as raison quand tu dis qu'elle est fragilisée, parce qu'à un moment donné, il y avait énormément de joueurs tchèques ou slovènes, et tout d'un coup, tu savais qu'il avait le staff derrière lui, etc. Ouais, mais et maintenant, on lui pardonne moins. Tu es d'accord que des fois, le mélange des genres, le mélange des nations, ça peut être très bien. T'amène à gagner des titres. Ouais. Messieurs, je vous accorde encore 5 minutes pour Ajoie et les rondelles. Ok. Bon, alors, Ajoie, on va rapidement gagner à Zug. Un super match de Wolf. Et là, je me suis dit, mes propos vont peut-être aller en direction de ce que je disais la semaine passée. Ouais, mais maintenant, le problème, je regarde après. Cloton a gagné ses matchs. Et maintenant, je suis beaucoup moins optimiste. Ils sont perdants du week-end. Ils perdent du week-end en perdant à la maison. Après, étonnant de changer de line-up, notamment le gardien, les étrangers, on peut comprendre, faire tourner, mais Wolf avait été tellement bon, et en plus, c'est l'équipe qui va rejoindre. Donc, il a prouvé qu'il était potentiellement en concurrence avec Giannoni. Donc, vraiment un très bon match. Là, la semaine prochaine, ça va à Langnau, donc va à Lausanne et reçoit Cloton. Bon, voilà, c'est la semaine qui va tout décider. Parce que si on sera au clair là, lundi prochain. Si tu perds Cloton et Langnau, c'est réglé. C'est réglé. Donc voilà, par contre, une grosse amélioration, 7e powerplay pour une équipe qui est 14e au classement, 10e au niveau de l'efficacité scoring et 10e attaque. C'est pas mal. C'est pas mal dans les standards. Ouais, moi je dirais que c'est mal fait pour Ajoie, c'est qu'ils ont vraiment fait un bon week-end. Qui c'est qui aurait pensé qu'ils allaient gagner à Zug, voilà. Mais qui c'est qui aurait pensé que Cloton qui fait un 6 points. Et puis Langnau, l'air de rien, va gagner à Rappi. Ils se mangent entre eux, ils se sont neutralisés, donc c'est pas bon non plus pour Ajoie. Non, c'est le grand perdant du week-end. C'est ça. Et pourtant ils ont fait quelque chose de bien. C'est ça qui est terrible. Et Berne en classement. Voilà. Et puis quand même noter que De Vos a marqué son 2e de la saison, et que quoi qu'il arrive, ça peut faire que du bien, parce que pour la confiance et tout. Mais je dirais que ce qui est rageant pour eux, c'est vraiment qu'effectivement Cloton fait 6 points, ils sont de nouveau à 10 points. Et puis encore une confirmation, regardez, maintenant ils gagnent Monsieur Pesonen. Ouais, c'est ça. Les étrangers, la qualité. Et à ces moments-là, quand ça devient Money Time la saison, on les voit. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que je pense que la Légion étrangère du côté d'Ajoie, sur les 4 dernières équipes,
sont quand même un petit peu en dessous. Inférieur, voilà, exactement. Après, moi je reste persuadé que c'est pas Colton et Viège vont peut-être pas faire le titre et qu'il n'y aura pas de promotion relégation. Ça aussi. Ça c'est ce qu'on peut. Bon, sur l'ensemble du championnat, il reste avant la fin de la saison régulière une douzaine de matchs. On sera à -9. La semaine prochaine, on sera pas encore tout à fait dans les équipes assurées de participer aux playoffs. Il faudra, je pense, attendre 4, 5, 6 matchs avant la fin de la saison régulière. J'irais 4 mais voilà, disons que je crois que pour les 4 premiers aujourd'hui, ou en tout cas les 3 premiers, premiers c'est bon. Mais on en reparlera la semaine prochaine. On aura peut-être le télétexte avec du verre très bientôt. Les rondelles ? Ouais, alors 2 petites. J'allais parler de Patrick Roy, mais... Des petites rondelles. Des petites rondelles. Ok, on y va alors. C'est ça. Non, juste pour mettre en avant l'avenue de Patrick Roy justement aux Highlanders, mais surtout indirectement, dans quelle mesure ça va impacter un joueur comme Théo Rochette, puisque il a tout intérêt à très bien finir sa saison à Lausanne, puis c'était son capitaine et son rêve c'est de jouer à NHL. Donc quand tu sais que le pilote des Highlanders... Alors, t'avais pas pensé à ça? Ouais, moi j'y pensé justement. Et en fait, faut pas oublier que Rochette n'a pas été drafté. Donc quelque part, le premier qui a dit que c'était pas normal, c'était Patrick Roy. C'est Patrick Roy. Ouais. Donc dans quelle mesure... Est-ce que c'est parce qu'il voulait conserver le joueur? Voilà, c'est une bonne question. Bien sûr. Après, est-ce que Rochette est prêt pour jouer à NHL c'est maintenant? ça. La question, c'est ça. La réponse, Patrick Roy, bien sûr. Je pense pas. Il aime bien Rochette, mais enfin, ça veut pas dire que ça en fait un joueur de NHL. Non, mais alors, j'allais pas aller aussi loin. Ça ne veut pas dire qu'un Roy ne peut pas demander, obtenir un contrat en AHL pour un Rochette. Mais en tout cas, dans tous les cas, peut-être que sur cette fin de saison, Lausanne pourrait avoir un meilleur Rochette parce que je pense que ça pourrait lui donner des ailes. Dans quelle mesure, après, ça découle sur quelque chose, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'était un petit peu... quand tu as gagné la mémoriale avec ton capitaine, forcément, il y a des liens quand même. On va voir, avec cette longue pause et avec cette configuration de championnat, sa suspension lui met des semaines sans jouer. Donc là, l'équipe marche bien. Et pendant ce temps, il y en a qu'en tournée, exactement. C'est très compliqué. C'est très compliqué à gérer ce genre de situation et puis de retrouver le rythme et la confiance tout de suite. Et surtout que Rochette fait un bon début de saison. C'est ça. Pour une première, en plus. Ouais, mais en plus, la configuration, en n'ayant qu'un match par semaine avec 3 matchs de suspension, fait que ça t'amène sur plusieurs semaines et ça, c'est dans le rythme, c'est pas très bon. Tout à fait. Mais en tout cas, ça serait intéressant de voir si ça peut avoir un impact. Et déjà, tout simplement, indirectement, est-ce que les gens vont oser poser la question à Théo en disant est-ce que oui, parce que tu dis bien sûr que c'est le premier qui a vu que l'entraîneur des Highlanders c'est Patrick Roy. Donc voilà, en tout cas ça va être intéressant de voir. La petite dernière, c'est Corey Perry qui devrait aller du côté d'Edmonton. Et alors ça me fait marrer parce que c'est un transfert. C'était quoi cette histoire d'incorrection Alors en fait on ne le sait pas, mais tout ce qu'on sait c'est que c'était suffisamment important pour que... C'était vis-à-vis de l'équipe Non, alors il semblerait que ça soit un problème avec la mère de Connor Bedard. Voilà. Ah oui, juste. Voilà. Et en fait, mais cachez pas les mots. Non, on en sait il aurait été voir d'un peu trop près la maman de Connor Bedard. J'étais pas là, je peux pas dire. Mais ce que je peux dire c'est que ça justifiait le fait que Chicago s'en sépare et qu'il soit suspendu et qu'il ait soi-disant besoin de faire un traitement. En général, c'est l'alcool, ce genre de truc. Mais résultat des courses, Corey Perry, il a quand même gagné la Stanley, c'est un super joueur. Et en fait, Gary Bettman l'a innocenté. Donc il est de nouveau sur le marché. C'est pour ça que je parle de transfert à la Formenton, dans le sens où tant qu'on n'a pas prouvé que... Non mais bon, de toute façon, excusez-moi, mais là il y a quand même deux, il y a le plan privé et puis il y a le plan professionnel. C'est pas parce qu'on va fauter avec quelqu'un, alors d'accord, ça peut avoir une mauvaise influence dans l'équipe, mais il n'y a pas de suspension, il n'y a pas de son équipe, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme non plus. Ce qu'il faut savoir... C'est pas fauté là. C'est la maman d'un joueur. Ce qu'il faut savoir... C'était pas politiquement correct de réengager Corey Perry. Edmonton l'a fait, mais pourquoi ? 1, parce que c'est un bon joueur. 2, parce qu'il a déjà gagné, c'est un leader qui sait gagner. Et 3, je pense qu'il coûte pas très cher. C'est ça. Donc, je parle de transfert à la Formenton au sens où tu peux avoir un super joueur à un moindre prix. Et quelque part, est-ce que c'est pas un coup de dé génial de la part d'Edmonton
qui manque cruellement de leadership sur ces 3 et 4e blocs, pardon. T'as regardé les dates quand il joue contre son beau-fils ou pas? Non, bon, pour l'instant, son beau-fils, il joue avec un bocal. Ouais, c'est ça, il est blessé. Ouais. Il y a un beau-fils qui joue pas mal pour le moment, c'est Gastonguay, là, du côté de Thiers. Merci. C'est vrai, ils ont une belle dynamique. Ouais. Hein. C'est un nouveau joueur, je trouve. Depuis que Mario Pouillot. Mais dans les repas de famille, il travaille la tactique. Mais ceci dit, il y a un nouvel élan du côté de. Moi, j'ai lu une interview. De Montandon non, pas de Montandon, de Vuardo. Ouais, de Vuardo. Qui disait en fait que. Lui, il n'était pas dans les papiers, donc. Ouais. C'est vrai. On a senti. Mais encore, parce que Vuardo, il a joué à Lausanne en junior élite avec mon entraîneur Yves Sarrault. Ouais. Mais en tout cas, il avait l'air de dire qu'effectivement, que c'était vraiment mieux qu'avant. Après, un entraîneur, un joueur, première chose qu'il veut, c'est que son entraîneur le fasse jouer. C'est ça. On disait l'autre fois. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Messieurs, le hockey sur glace, c'est bien. Le hockey sur place, c'est mieux. C'est mieux. Vive le hockey roman. Voilà, et puis on va quand même se retrouver bientôt. N'oubliez pas que cette émission, vous pouvez la réécouter plusieurs fois sur Planète Hockey, la radio, dans la soirée, demain également. On se retrouve régulièrement, on se retrouvera la semaine prochaine, bien entendu, avec toujours l'actualité. Merci, messieurs. Moi, je voulais un dernier mot dédié cette émission à mon beau-frère hier qui a malheureusement perdu la vie dans une longue maladie. Ça a été un moment très difficile chez moi et puis voilà, moi, je pense beaucoup à lui et voilà, c'est dans ce genre de moment qu'on se raccroche à notre passion qu'est le hockey. Vous me coupez un peu mes effets là, mais c'est vrai que on vous présente toute notre sympathie, bien entendu, ainsi que j'imagine tous nos auditeurs aujourd'hui. Puis une pensée pour Christelle, ta femme. Absolument. Qui était très proche de son frère, donc c'est évidemment quand ça arrive, quand on est très jeune, c'est toujours très compliqué à vivre. J'allais conclure en disant que c'était l'émission numéro Team Boson. Ouais, exactement. 9-4. Oui, il y en a d'autres, des 9-4 ouais, à part le département de l'Ain. Non, c'est quoi, c'est l'Ain? Non, c'est en région parisienne. Non, c'est le 0-1, c'est la banlieue, le 9-4. C'est la banlieue. 9-3, la banlieue parisienne. 9-4, 9-3, 7-8. Non, 1, c'est le 0-1. Ouais, 0-1, ouais. Et puis la semaine prochaine, c'est de la rose alors. Ouais, c'est ça. C'est de la rose. Saint-Jacob. Ouais, on en parlera un petit peu, tiens, de Jacob de la Rose. Merci, messieurs. Merci. Excellente fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir. Et à bientôt, tout le monde. Bye bye.